On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce lundi 6 décembre, quand la politique se mêle de sport, les États-Unis boycottent les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, prévus pour démarrer le 4 février prochain. Si les athlètes américains sont bien présents, Washington n'enverra aucun représentant diplomatique. Manière de protester contre le génocide et les crimes contre l'humanité en cours contre les Ouïghours, annonce la Maison-Blanche. New York va plus loin que le reste du pays en matière de lutte contre le coronavirus. Tous les salariés du privé devront être vaccinés d'ici la fin du mois. Et puis Aung San Suu Kyi, condamné pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires, une peine de 4 ans de prison, ensuite ramenée à 2 ans. La prix Nobel de la paix qui reste poursuivie en Birmanie pour 11 autres chefs d'inculpation. Il est 21h à Paris, bienvenue dans Paris Direct. L'hypothèse était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. La Maison-Blanche confirme aujourd'hui les États-Unis boycottent diplomatiquement les futurs Jeux de Pékin, prévus pour débuter le 4 février prochain. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche. L'administration Biden n'enverra pas de délégation diplomatique ni aucun de ses membres pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 à Pékin, compte tenu du génocide en cours et des crimes contre l'humanité au Xinjiang et d'autres abus contre les droits humains par la République populaire de Chine. Mais les athlètes américains ont tout notre soutien. Une nouvelle restriction, toujours aux États-Unis, dans la ville de New York plus précisément. Le maire Bill de Blasio va au-delà de l'obligation fédérale d'imposer la vaccination aux sociétés de plus de 100 salariés. Il étend cette obligation à tout le secteur privé. Emmanuel Saint-Martin, à partir du 27 décembre, les New-Yorkais devront donc être vaccinés pour aller travailler. C'est ça. Alors ça existait déjà pour un certain nombre de New-Yorkais, un grand nombre finalement, parce qu'il y avait déjà tous les employés de la ville de New York qui depuis quelques semaines doivent se vacciner. Ça ne s'était pas fait sans mal. Il y avait eu des recours, notamment de certains syndicats et notamment de pompiers. Il y avait eu une grève du zèle des ramasseurs de poubelles notamment. Mais bref, ça avait fini par s'imposer. Et puis, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui déjà rendent cette vaccination obligatoire. Environ la moitié, selon les estimations, des New-Yorkais ont déjà l'obligation de se vacciner imposée par leur entreprise, qui est quelque chose qui est autorisé au niveau fédéral. Et bien là, on va plus loin. La ville de New York dit pour pouvoir aller au bureau, il faudra effectivement être vacciné. Ça concerne environ 200 000 salariés, d'après les estimations rendues publiques par la ville de New York. Ceux qui travaillent à la maison n'ont pas cette obligation, évidemment. D'autres avaient déjà cette obligation avant aussi, outre les employés, comme je vous disais tout à l'heure, de la ville de New York, ceux qui travaillent dans les bars, ceux qui travaillent dans les salles de gym, dans les Problème de liaison avec New York. Emmanuel Saint-Martin, vous nous entendez ? Finalement, à la quasi-totalité de la population new-yorkaise d'ici à la fin décembre, effectivement. Les enfants âgés de 5 à 11 ans vont aussi devoir être vaccinés, Emmanuel. Absolument. Les enfants vont devoir être vaccinés pour pouvoir aller au restaurant ou au bar pas au bar, au restaurant ou au théâtre avec leurs parents, effectivement, puisque cette obligation il va falloir être vacciné, un vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans, effectivement. C'est une obligation qui existe déjà pour l'ensemble de la population, qui est donc étendue à ces enfants. Elle sera étendue pour les adultes aussi, dans la mesure où pour l'instant c'est un seul vaccin qui est obligatoire. Eh bien, à partir de la fin du mois de décembre, il faudra avoir reçu au moins 2 vaccins pour pouvoir là aussi entrer dans les restaurants, dans les bars, donc si on est un adulte, dans les théâtres, dans les cinémas, etc. Le but, évidemment, pour le maire de New York, c'est d'essayer de se protéger au maximum contre cette vague qu'on sent monter, puisque le nombre de cas ici à New York continue d'augmenter de manière continue ces derniers jours, avec la nouvelle rassurante, évidemment, pour les New-Yorkais, c'est que le taux de vaccination ici est très élevé. On est à quasiment 90% des adultes qui ont reçu au moins un vaccin. Et cela, il faut aller encore plus loin, dit le maire de New York, pour continuer de protéger la population locale contre le Covid.
Merci Emmanuel. Et puis les enfants dans les bars, ce n'est pas encore pour tout de suite, surtout aux États-Unis. On est très vigilants sur l'âge d'entrée dans les débits de boissons. Merci Emmanuel Saint-Martin. Elles avaient été les dernières à rouvrir après les confinements successifs ici en France. Elles seront les premières à fermer les discothèques ce vendredi et pour 4 semaines, annonce du Premier ministre, alors que la France fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid, proche de 50 000 par jour. L'ensemble des mesures détaillées par nos confrères de France 2. De fortes incitations et peu d'interdictions. Cette nouvelle conférence de presse du Premier ministre ressemble à un dernier avertissement avant des mesures plus draconiennes. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre dans n'importe quel centre. Et pour les enfants de 5 à 11 ans à risque, vaccination possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le niveau de protocole est relevé de 2 à 3, donc le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi et les activités sportives limitées en intérieur. Autre incitation, le télétravail. Le gouvernement demande aux entreprises où c'est possible 2 à 3 jours par semaine. Sinon, cela pourrait passer par une obligation. Il va falloir lever le pied sur les moments festifs. Jean Castex demande de limiter les pots en entreprise, les crémaillères et événements de fin d'année. Et ce sera plus radical pour les discothèques. Elles fermeront vendredi pour 4 semaines car c'est un lieu de forte propagation. Dès demain, une concertation commencera avec le ministère de l'économie sur les aides à apporter aux secteurs les plus touchés. L'élection présidentielle en France est dans 4 mois. Premier déplacement en tant que candidate pour Valérie Pécresse, désignée samedi par les militants Les Républicains. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France est rendue dans les Alpes-Maritimes, sur les terres de son adversaire malheureux, Éric Ciotti. À l'occasion de mettre un terme à un début de polémique, ce dernier reprochant hier à la candidate de ne pas envoyer un bon message aux électeurs. Éric Zemmour lui reporte un déplacement prévu demain, mardi, en région lyonnaise. Décision sans lien avec sa blessure au poignet, précise son entourage, survenu lorsqu'un participant hier a empoigné Éric Zemmour pour son premier meeting de campagne à Villepinte, près de Paris. Une réunion durant laquelle également des militants d'SOS Racisme ont été pris à partie physiquement. Une enquête est ouverte. C'est une femme écologiste qui représentera l'Allemagne sur la scène internationale à partir de demain. Annalena Baerbock deviendra ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Les membres des Verts ont donné leur accord aujourd'hui, ouvrant la voie à l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe pour succéder à celle d'Angela Merkel. Axel Simon nous en dit plus. À leur tour, les écologistes allemands ont donné leur feu vert. Le parti Die Grünen va intégrer le gouvernement aux côtés du parti social-démocrate, le SPD, et les libéraux-démocrates du FDP. Les adhérents ont approuvé à 86% le contrat de coalition, un score salué par la codirigeante de la formation écologiste qui récupère le portefeuille des affaires étrangères. Grâce à ce vote, nous partons avec le vent en poupe vers un nouveau gouvernement fédéral puissant, avec ce cabinet très fort et diversifié que nous venons de présenter. Un peu plus de 2 mois après avoir remporté le scrutin législatif de fin septembre, le social-démocrate Olaf Scholz prend donc la tête d'une alliance gouvernementale inédite de 3 partis. Un cabinet diversifié qui sera aussi paritaire pour la première fois dans l'histoire politique allemande. D'autres femmes seront désignées à des postes clés comme à l'intérieur ou à la défense. À la tête de la première puissance économique européenne, Olaf Scholz promet aussi un gouvernement très pro-UE. Nous entrons dans ce gouvernement à un moment où les tensions sont énormes, où la crise est grande. Et le défi que doit relever l'Allemagne en Europe pour y faire entendre sa voix et montrer son visage, pour y fournir une diplomatie au plus haut niveau, est grand. Après 4 mandats, Angela Merkel reste toujours aussi populaire et Olaf Scholz s'est présenté comme son héritier. C'est vendredi qu'il sera élu chancelier par le Bundestag. C'est le début d'un long chemin de croix pour Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix, toujours poursuivie pour 11 autres chefs d'inculpation, vient déjà d'être condamnée pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires dans son pays, la Birmanie. Une peine de 4 ans de prison, ensuite ramenée à 2 ans. Le récit pour France 24 de David Gilbert et Alice Broga.
4 ans de prison pour incitation au trouble public et violation des règles sanitaires liées au Covid. Une peine infligée ce lundi dans un procès à huis clos à Aung San Suu Kyi, réduite un peu plus tard à 2 ans de prison par le chef de la junte qui l'avait renversée le 1er février dernier. Mais l'ancienne chef du gouvernement birman, qui est depuis en résidence surveillée, risque beaucoup plus gros. Les militaires ont accumulé des accusations, notamment de violation de la loi sur les secrets officiels, de corruption et de fraude électorale, qui lui font encourir 102 ans de prison au total. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU dénonce un simulacre de justice et rappelle la situation désastreuse des opposants birmans. Cette décision intervient un jour après que les forces de sécurité de Rangoon ont renversé des manifestants dans un camion et ensuite tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques et non armés. Nous demandons aux autorités de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, soit quelques 10 000 prisonniers politiques. L'ancien président birman Win Myint a lui aussi été condamné à 4 ans de prison en même temps que l'ancienne prix Nobel de la paix. L'Union européenne, les États-Unis, mais aussi des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch se sont indignés de ce verdict. Malgré la répression féroce, des manifestants pro-démocratie continuent de demander la libération d'Aung San Suu Kyi, comme de nouveau ce lundi dans les rues de Rangoon. Et à mes côtés, pour en parler, l'ethnologue Bénédicte Braque de la Perrière. Bonjour, vous êtes chercheuse au Centre Asie du Sud-Est du CNRS, spécialiste de la Birmanie. Merci d'être avec nous. On sait très peu de choses sur les conditions dans lesquelles a été rendu ce verdict. Il faut dire, les journalistes ne sont pas autorisés à assister aux délibérations. Autant dire que ce procès se déroule dans un blackout total, comme on dit. Absolument, d'autant plus que les avocats n'ont pas le droit non plus de s'exprimer publiquement. Et donc oui, ce sont des décisions qui sont prises à huis clos. On comprend ce qui a valu, dans la même journée que l'annonce de sa condamnation, Aung San Suu Kyi, une réduction de peine de moitié. Bien, le gouvernement militaire marche quand même sur des œufs. Il y a encore des manifestations de nouveau, malgré la répression qui s'est aggravée pendant tous ces mois depuis le coup d'État du mois de février. Et les manifestants sont de nouveau sortis pour demander la libération d'Aung San Suu Kyi à la veille de ce jugement. La question est évidemment très sensible. On sait l'amour d'une grande partie des Birmans pour Aung San Suu Kyi. Et elle représente pour eux l'espoir, la personne qui a réussi à ouvrir le pays, à faire quand même avancer la démocratie, même si les conditions n'étaient pas idéales, même s'il y a des tas de choses qu'on pourrait lui reprocher. La situation en Birmanie avait beaucoup changé et le coup d'État représentait donc un coup mental pour les Birmans, un coup au moral extrêmement fort et aussi la fin d'un avenir, de l'espoir d'un avenir. Cette condamnation pour incitation au trouble à l'ordre public, elle n'a véritablement aucune base concrète. Aung San Suu Kyi est condamné parce que son parti lui-même avait réprouvé les conditions dans lesquelles s'était déroulé le coup d'État militaire, qui lui a fait perdre d'ailleurs à elle-même son pouvoir. Tout à fait. Mais certaines des condamnations qui ont été faites parmi les proches de Aung San Suu Kyi récemment, certains des condamnés ont fait valoir que ce qu'on leur reprochait, ce n'était pas possible parce que dès le 1er février, ils ont été arrêtés et donc ils ne sont pas les auteurs donc, de ces manifestations, ce ne sont pas eux les incitateurs. Ils ne sont pas les dépositaires d'un pouvoir qu'on leur prête aujourd'hui. Exactement, c'est une réaction au coup d'État militaire et postérieure donc à l'arrestation de ces personnes. Aung San Suu Kyi aujourd'hui n'est pas en prison, il faut le préciser, elle est assignée à résidence comme elle l'a été d'ailleurs une grande partie de sa vie. Tout à fait. Elle est assignée à résidence dans une résidence dont on n'a pas, alors que pendant les années 90 et 2000, elle était assignée à résidence dans sa maison de Rangoon. Là, elle est assignée à résidence à une adresse complètement inconnue de tout le monde, à Naypyidaw, donc la capitale administrative du pays. Sans possibilité de visite ? Sans possibilité de visite, sans aucun contact avec l'extérieur. Elle ne communique donc plus à l'heure qu'il est avec l'extérieur ? Aucune des photos qu'on a vues sont des photos d'Aung San Suu Kyi récentes. C'est des photos qui datent d'avant son arrestation. Elle risque de nombreuses années de prison.
Elle risque de nombreuses années de prison, mais ce sont des condamnations... Parce qu'elle est sous le coup, il faut le dire, encore de 11 chefs d'inculpation. De 11 chefs d'inculpation, dont certains sérieux, sans base sérieuse, mais qui sont graves dans la formulation. Et manifestement, un des objectifs du gouvernement militaire est de la mettre à l'écart de potentielles élections à venir, elle et tous les principaux membres de son parti. Elle risque réellement demain la prison, ou les militaires la maintiendront en résidence surveillée d'après vous? Je ne pense pas à la réaction du gouvernement, du gouvernement de réduire de 4 à 2 par soi-disant magnanimité, dit que non, ce qui est en jeu n'est pas vraiment une prison réelle, mais c'est de l'empêcher politiquement. La neutraliser politiquement. Oui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le gouvernement militaire est en place pour longtemps, d'après vous? On a vu cette résistance qui dure de manière presque surprenante depuis le coup d'État de février. Alors la résistance dure, elle est beaucoup plus organisée qu'elle l'était en 88, d'après ce qu'on peut en savoir vu de l'extérieur. Il y a ces 3 bras, donc le gouvernement de l'ombre, le NUG, les membres du Parlement qui ont été élus en novembre, qui continuent de manière virtuelle à travailler, le CRPH, et puis les milices qui luttent, qui provoquent donc des désordres dans l'ensemble du pays, pour résister donc au gouvernement militaire. Le parti donc San Suu Kyi avait remporté très largement les élections de novembre 2000 à LND, il faut le rappeler. Les pressions internationales s'exercent depuis le coup d'État maintenant sur la junte. Elles n'ont pas fait dévier la junte, elles n'ont vraiment aucune prise aujourd'hui, ces chancelleries internationales et notamment occidentales, sur le cours des choses en Birmanie. La junte ne manifeste jamais qu'elle est touchée par ce genre de mesures. Bien que certaines réactions récentes montrent qu'elle n'est pas indifférente à tout cela, mais la réaction, je dirais, coutumière de la junte et des juntes précédentes est de s'enfermer, de s'isoler encore un peu plus. Notamment récemment, ils ont été mis à l'écart de certains sommets de l'ASEAN. L'association des États du Sud-Est asiatique. Du Sud-Est, et ils ne l'ont pas bien pris du tout, mais ils ne réagissent pas et ils s'enferment encore plus, finalement. Qui soutient aujourd'hui ces militaires? La Chine les soutient-elle? La Chine est ambiguë. Parce qu'elle n'a pas intérêt à avoir un pays dysfonctionnel à ce point. Elle a d'énormes intérêts en Birmanie, alors évidemment à l'échelle de la Birmanie, mais c'est un investisseur important en Birmanie. Et notamment, il y a ce gazoduc qui traverse le pays de l'Arakan, donc de la côte ouest de la Birmanie, qui traverse toute la Birmanie d'est en ouest jusqu'au Yunnan pour approvisionner cette région de la Chine en gaz et en pétrole. C'est un énorme investissement. Il y a des ports aussi et la possibilité donc d'agir à partir de la côte birmane sur l'Inde, par exemple, qui dépendent de leurs investissements. Plus tout le reste, c'est énorme. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays reste dans une situation aussi contre-productive. Merci Bénédicte Braque de la Perrière d'avoir été avec nous pour revenir sur cette situation et cette condamnation d'Aung San Suu Kyi aujourd'hui à 2 ans de prison. En Indonésie, l'activité du volcan Semeru ralentit les efforts des secours qui ont retrouvé tout de même 22 corps selon un dernier bilan. L'éruption du volcan a dévasté plusieurs villages durant le week-end. Jules Boiteau. C'est un nouveau nuage de cendres qui s'élève dans le ciel de Java. Ce lundi, 2 autres explosions ont eu lieu sur le volcan Semeru en Indonésie. Le même qui 2 jours plus tôt avait recouvert les terres alentours de cendres et provoqué la mort de plus d'une dizaine de personnes. Les autorités demandent aux habitants de rester très prudents. L'alerte pour le mont Semeru est toujours au niveau 2. À ce niveau-là, les gens doivent être plus vigilants car la menace potentielle est toujours très présente. Dans la région, à l'est de l'île, le sol était encore chaud dimanche. Des dizaines d'habitations et de véhicules ont été ensevelis, ce bétail sauvé de justesse.
Plus de 1300 personnes ont dû être évacuées et relogées dans des abris temporaires. Mais certains n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Les secours ont évacué 10 personnes qui étaient coincées dans une mine de sable. Dans des conditions très difficiles, leurs recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres survivants. Il s'est ouvert à Dakar et pour 2 jours, le Forum pour la paix et la sécurité en Afrique, en présence notamment des présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et du chef de l'État sénégalais. Hôte de cette réunion, Macky Sall, tous deux dénoncent l'attitude des pays riches à l'encontre de l'Afrique du Sud après la découverte du variant Omicron. Représentant la France sur place, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, préconise de développer des synergies pour une souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le ministre français qui réaffirme l'engagement par l'Union européenne de livrer 500 millions de doses au continent d'ici la mi-2022. Écoutez Marc Perelman, envoyé spécial pour France 24 à Dakar. Le Forum sur la sécurité et la paix en Afrique voulait parler de l'ère post-Covid, mais hélas, le Covid s'est invité dans les débats, en la personne notamment du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a raconté par le menu la façon dont il a été traité après que l'Afrique du Sud ait révélé au monde l'existence du nouveau variant Omicron. Il a affirmé que ses pairs d'Afrique de l'Ouest lui avaient dit de continuer à voyager et à venir ici en Afrique de l'Ouest, tandis qu'il avait reçu des appels de ses partenaires, comme il les a appelés entre guillemets, européens, pour lui dire que les voyages pour l'Afrique du Sud et ses voisins allaient être restreints. Il a dénoncé cette hypocrisie sans nom. Il a demandé qu'il soit mis fin le plus rapidement possible, que c'était encore une forme de colonialisme, la façon dont l'Afrique du Sud et l'Afrique en général avaient été traitées. Il a également appelé à ce que les brevets sur les vaccins soient suspendus afin que l'Afrique puisse produire les vaccins dans sa totalité et ne soit pas dépendante du bon vouloir des États riches. On a évidemment aussi parlé de la sécurité sur le continent. Le président du Niger a décrit par le menu la façon dont la situation a été extrêmement volatile dans son pays, au Burkina Faso ou encore au Mali, tandis que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dit que l'heure en Afrique est grave, même très grave. L'Afrique est menacée comme jamais par le terrorisme, par la déstabilisation, mais aussi par le recul de la démocratie. Donc c'est vrai que le tableau est assez sombre aujourd'hui à Dakar pour la première journée des débats de ce forum sur la paix et la sécurité. Et place à présent